Bien, merci beaucoup. Et, et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé cet exposé. Je me suis beaucoup amusé à le préparer. Donc pareil, j'ai découvert pas mal de sujets en le préparant, donc si je me trompe ou s'il y a quelque chose d'imprécis, n'hésitez pas à corriger. Okay. Donc je vais vous parler de géométrisation, de fibré en tort sur le cercle. Et grosso modo, je vais suivre le bouquin de Thurston, celui-là. Donc ça, c'est pas la même chose que le bouquin qui est sur le site. Donc il y en a deux des livres de Thurston qui ont des titres qui se ressemblent beaucoup. Et plus concrètement, on va passer 1 heure à faire l'exercice 3.8.10 qui correspond à géométriser les fibrés en tort sur le cercle. Bon, bref. Moi, je vais peut-être commencer à écrire là. Ok. Bon, donc d'abord, on va voir quel est l'objet topologique duquel on parle. Donc l'objet qu'on considère, c'est une variété M de dimension 3. Je pense que dans tout l'exposé, je vais la prendre. Je considérais que des choses orientables. Et qui est un fibré en tort sur S1. Donc, j'ai ça. Donc le dessin qui correspond, c'est j'ai un cercle ici, et au-dessus, eh bien, j'ai des torts. Okay. Bon alors, cet objet-là, si on donne un coup de ciseau au cercle, ça revient à avoir le produit d'un tore avec un intervalle, et puis on recolle les deux bouts de cette espèce de cylindre par un difféomorphisme du tore. Donc cette chose-là, c'est la même chose que de se donner un f du tore dans le tore un difféo, en préservant l'orientation, et de considérer le tore croix 0, 1, et on identifie x0 et f de x 1. Okay. Donc cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la suspension du difféo f, ou le tore d'application de f, et en anglais c'est le mapping torus de f. Et donc cette chose-là, je vais l'appeler, je vais la noter M indice f. Donc ça, c'est l'objet qu'on va considérer aujourd'hui. Alors, première chose sur cet objet. Eh bien, son revêtement universel, c'est R3. Alors, preuve. Alors, on va considérer le tore comme R2 sur Z2. Alors, F, qui va du tore dans le tore, se relève en grand F de R2 dans R2, qui vérifie alors, tel que pour tout xy dans R2 et pour tout m et n dans Z2, grand F de x plus m, y plus n
c'est f de xy plus mn. Donc c'est invariant. Ça commute à l'action de Z2. Et donc maintenant, je vais définir trois applications de R3 dans R3. T1, qui a x, y, z associe x plus 1, y, z. T2, qui a x, y, z associe x, y plus 1 et z. Et T3, qui a x, y, z associe f de x, y et z plus 1. Okay. Donc les deux premières, ce sont des translations, selon x et selon y. Et la troisième, c'est une sorte de vissage, où on avance d'un cran selon z, et puis on tourne avec l'application grand F. Alors si je pose gamma, c'est le groupe engendré par T1, T2 et T3, eh bien je prétends que ma variété, c'est la même chose que le quotient de R3 par ce groupe. Okay. Donc sur la direction x et y, les deux translations T1 et T2 vont me donner le tore. Et la façon de recoller selon grand F, c'est tout simplement recoller les deux tores par l'application petit f. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est un homéo. Okay. Bien. Ok. Alors, quand je dis géométriser, donc l'idée, dans tout l'exposé, ça va être de réaliser ces trois transformations-là, et R3, dans une géométrie modèle. Réaliser T1, T2 et T3. Dans une géométrie modèle. Donc c'est ça ce qu'on appelle géométriser. C'est écrire la variété comme un quotient de l'espace modèle d'une géométrie. Un quotient par des isométries. Donc petit, je ne sais pas si c'est rappel pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, peut-être pas pour les autres, mais bon. Donc on va l'appeler en arc. Donc les géométries modèles, eh ben, il y en a 8 en dimension 3. Et donc je crois que la plupart d'entre vous en connaissent au moins 5 ou 6. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux deux, enfin à une qu'on connaît bien et à deux que, en tout cas, moi je ne connaissais pas avant de préparer l'exposé. Donc les 8 géométries modèles, donc il y a celle de S3, il y a l'espace euclidien de dimension 3, l'espace hyperbolique de dimension 3. Ensuite, il y a des géométries produits, donc c'est R croix S2 et R croix H2. Et ensuite, donc ça en fait 5. Il nous reste 3 géométries. Donc, il y a le revêtement universel de SL2 de R. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est la géométrie du fibré unitaire tangent de H2. Donc, ce n'est pas extrêmement exotique. Et puis, il y en a 2 autres.
nil et sol. Donc les géométries qui vont intervenir pour les fibrer en tort sur le cercle, eh bien c'est celle-là, celle-là et celle-là. Okay. Alors, je vais vous les décrire. Donc oui, l'espace modèle est homomorphe à R3. Mais donc, on n'est pas pressé. Je vais vous décrire un peu à quoi ressemblent ces géométries-là tout de suite. Alors, avant de faire ça, on revient à nos trois applications, T1, T2 et T3. Et on va les simplifier un peu. Ok, donc ça c'est... Il y a une proposition, c'est que le relevé grand F de R2 dans R2, en fait, ça a l'air d'être quelque chose d'horrible. Et ça peut être quelque chose de assez horrible. Mais il est homotope à une unique application linéaire. A de R2 dans R2. Et en plus, j'ai A dans... Alors, A, elle va préserver le Z2. Donc, elle va être dans SL2 de Z. Okay. Donc, en fait, je peux simplement me restreindre aux applications linéaires. Et donc, je vais noter... Je vais noter ça. M indice A. Donc la variété que j'obtiens lorsque je recolle par l'application linéaire A. Alors ensuite, bon, pour l'exposer, c'est plus à titre culturel. Oui ? Ça marche comment la proposition? C'est facile à prouver? C'est pas très dur à prouver, mais là en tête, j'ai pas la preuve. Alors la preuve que j'ai lue, c'est dans le poly, enfin je l'ai vu en cours de M2, c'est dans le poly de Patrice Le Calvez. C'est à la toute fin de son poly de cours de système dynamique. Donc c'est pas... Enfin, il y a des choses à faire, mais c'est pas insurmontable. Donc... Je reviens à ça. En fait, donc je vais attribuer à point carré, même s'il y avait des petites fautes dans sa preuve, c'est que ces variétés-là sont homéomorphes. Donc ça, c'est homéo. Si et seulement si A est conjugué à B, ou à B-1 dans SL2 de Z. Okay, donc en fait, c'est ce que disait, je crois, Selim au premier exposé. En fait, il y a beaucoup de variétés que j'obtiens de cette façon-là. Alors je vous mets en garde. Les conjugaisons qui sont compatibles pour nous, c'est celles qui sont dans SL2 de Z, pas dans SL2 de R. Donc il y a des matrices qui sont conjuguées dans SL2 de R, mais pas dans SL2 de Z. Bon. Donc maintenant, on s'est ramené au cas linéaire. Eh bien, en fait, on peut trier ces matrices-là. Par leur trace. Alors si A est dans SL2 de Z, le polynôme caractéristique de A, c'est x carré
moins trace de AX plus 1. Et A, donc alors, et donc soit qui A a deux racines, alors plutôt je vais trier par la trace tout de suite. Ok, soit la trace de A est plus petite que 2 en valeur absolue, et qui a A, et A a deux valeurs propres complexes conjuguées. Et dans ce cas-là, eh bien les racines qui apparaissent, c'est des racines de l'unité. Donc ça dit que A est d'ordre fini. Alors soit la trace de A vaut 2, et dans ce cas-là, on dit que A est unipotente. Donc une valeur propre double qui vaut 1 ou moins 1. Soit la trace A est strictement plus grand que 2. Et là, j'ai deux valeurs propres réelles, inverses l'une de l'autre. Et A est conjugué à une matrice de ce type-là dans SL2 de R. Alors j'aurais peut-être dû dire que l'identité, elle n'est pas classée là-dedans, mais ça va être plutôt, bon bref, elle va être plutôt dans le premier paquet, l'identité. Oui, la trace vaut 2, mais la raison pour laquelle elle est dans le premier paquet, c'est que les matrices correspondant au premier paquet, ça me donne des variétés qui ont une géométrie euclidienne. Celle du deuxième paquet me donne des variétés qui admettent une géométrie nil. Et le troisième paquet, ça me donne des variétés qui admettent une géométrie seule. Et l'identité, si je prends l'identité que je recolle, j'obtiens le tor T3. Et le tor T3, c'est R3 sur Z3, ça c'est euclidien. Donc c'est pour ça que j'ai envie de la mettre dans le premier paquet. Ah, non, j'aurais dû continuer là. Non, mais j'ai quand même envie de garder ça. Bon, alors commençons par attaquer le cas euclidien. Donc, comment alors? Ok, donc je vais commencer par m'intéresser aux éléments de trace strictement plus petites que 2. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc la trace, elle vaut soit moins 1, soit 0, soit 1. Soit moins 1, soit 0, soit 1. Les valeurs propres de A, alors c'est exponentielle plus ou moins, alors c'était quoi? I sur 3, plus ou moins I, et exponentielle plus ou moins 2 sur 3. Et donc là, A est d'ordre fini. Donc ça dit, ici, elle est d'ordre 6, 4 et 3. Ok. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est réaliser T1, T2 et T3 comme des isométries euclidiennes. Alors on a envie de dire, mais oui, les translations, c'est toujours des isométries. Et ça s'appelle un vissage, et c'est bon. Mais il faut faire un petit peu attention. Donc, les translations
sont toujours des isométries, mais la matrice A n'est pas orthogonale, a priori. Donc ça, ce n'est pas une isométrie. Donc dans ce cas-là, notre stratégie, ça va être de dire, bon, bah, je vais quand même garder ces trois applications. Donc P1, c'est x, y, z donne x plus 1, y, z. T2, c'est x, y plus 1 et z. Et T3, c'est A de x, y, z plus 1. Et notre stratégie, ça va être plutôt de garder les trois applications comme ça et de trouver un produit scalaire qui les rende orthogonales. Okay, donc, le but, c'est tout simplement rendre cette matrice-là orthogonale. Alors, comment on fait? Eh bien, cette matrice-là, elle est semblable. M, A, je vais appeler B. Alors, B est semblable sur C à la matrice exponentielle I alpha, exponentielle moins I alpha et 1. Donc, ça veut dire qu'il existe une base de ces trois dans laquelle l'application linéaire s'écrit comme ça. Eh bien, je vais déclarer que cette base est hermitienne. Donc, cette matrice-là est hermitienne. Okay. Et on va garder, alors ça c'est un peu le bazar, on garde le produit scalaire induit. Donc ça me donne un produit hermitien sur l'espace vectoriel engendré par C, enfin le C espace vectoriel engendré par E1, E2, E3. Si je regarde le produit scalaire qui est induit sur mon R3 de départ, c'est un produit scalaire sur R3 pour lequel cette matrice est orthogonale. Ça va? Ok. Donc, conclusion de tout ça. Conclusion, MA porte une structure euclidienne. Donc pour les matrices de traces strictement plus petites que 2, on a une structure euclidienne. Donc c'est ça ce que j'ai à dire sur la géométrie euclidienne. Donc maintenant, place aux géométries un peu plus exotiques. Oui. Alors, j'ai un R3 euclidien et un sous-groupe d'isométrie de R3 tel que ma variété, c'est le quotient de R3 par ce sous-groupe. Donc, oui, voilà, je dis merci. Donc, ici, à la place d'homéo, on met isométrie. Okay. On met une métrique là. On demande que les éléments de gamma soient des isométries. Et ici, c'est une isométrie. Dans un langage qui est plus lisse, c'est juste que la variété, elle porte une métrique et pour de la
marche aussi. Mais on dit que c'est euclidien parce que le revêtement universel est Oui, c'est l'espace euclidien. Alors en fait, il faut faire attention quand tu dis le revêtement universel est, parce que si tu considères juste les choses d'un point de vue topologique, sans avoir mis de métrique, il y en a plein qui ont le même revêtement universel, mais des géométries différentes. Donc par exemple, l'espace modèle pour Nil, c'est R3 aussi. Mais la métrique est différente. Bon. Donc ici, on va prendre des matrices avec la trace de A qui vaut 2. Et donc ça veut dire que A est conjugué dans SL2 de Z à une matrice à plus ou moins 1, 0, 1 et N avec N dans Z. Okay, donc si on prend la conjugaison dans SL2 de R, on peut choisir N égale 1. Mais dans SL2 de Z, on ne peut pas. Donc on a quand même plusieurs matrices à considérer. Bien. Donc, c'est une définition entre guillemets, ce que je vais vous donner, c'est celle de géométrie modèle. Pour voir plus précisément ce qu'il faut que je vous décrive pour vous décrire la géométrie Nil. Donc je mets entre guillemets parce qu'elle ne va pas être complète. Je laisse la tâche de donner une définition complète à Louis qui va faire un exposé dans 2 semaines sur les 8 géométries de Thurston. Donc une géométrie modèle, c'est un couple Gx où X c'est une variété, donc c'est l'espace modèle. Donc ça c'est une variété. Alors, dans quel ordre on met les adjectifs? De dimension 3. Connexe et simplement connexe. Et j'ai c'est un groupe de Lie agissant transitivement sur X. Et en plus de ça, on va demander que les stabilisateurs des points soient compacts. Et donc la remarque, c'est qu'il y a d'autres conditions. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc la remarque, c'est si j'ai ces deux conditions-là, alors X admet une métrique riemannienne G invariante. Donc grosso modo, je peux dire que G est le groupe d'isométrie de X. Pourquoi ça admet une métrique riemannienne? C'est parce que tu as des stabilisateurs compacts. Je ne sais plus exactement quelle est la manip à faire pour la fabriquer. Oh. Voilà. Ok. Parce que si tu n'as pas de stabilisateur compact, tu peux... Attends, la métrique invariante à gauche, elle ne va pas... Soit compact, mais pour avoir tout groupe compact d'isométrie dans l'espace, tout groupe des transformations compactes dans l'espace vectoriel,
est orthogonal. Ok. D'accord, mais du coup, c'est à quel moment tu prends la métrique, une métrique, n'importe quelle métrique à droite à gauche. Et bien variant par le compact. Et c'est ça, tu mets un compact, tu mets une métrique, tu la propages à l'aide du goût. D'abord, tu donnes d'abord en prends une plutôt que bien variant. Tu as ton stabilisateur, un compact, et donc il y a sur l'espace vectoriel de la pointe, tu as une métrique, tu as un produit qui est préservé par ce compact. Après, tu le propages par le côté. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Okay. Et en fait, tu pourrais faire la même chose avec ce que tu as fait ici à droite, quand tu as choisi une métrique. Ta transformation est déjà linéaire, oui. L'ordre fini, donc tu as un compact, tu choisis une métrique sur l'espace vectoriel. Ok. Ouais. Ça marche. Bon. Donc pour revenir à ça, donc si je veux vous décrire une géométrie, il faut que je vous décrive qui est x et qui est g et comment il agit sur x. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire. Alors pour décrire x, donc ça va aller assez vite. Je vais vous décrire, pour décrire g, je vais d'abord vous décrire la composante connexe de l'identité. Et après, je vais vous dire quel est l'indice de la composante connexe de l'identité dans le groupe. Et en gros, quelles applications sont dans G, mais pas dans G0. Quel type d'application. Par exemple, si j'avais à vous décrire la géométrie euclidienne, vous direz ça c'est R3. La composante connexe de l'identité, eh bien, il y a c'est un produit semi-direct de SO3 et R3. Et l'indice est 2 parce que j'ai des symétries. Bon. Donc pour nil, alors pour nil, eh bien l'espace modèle c'est R3. Et bon, donc il faut que je vous raconte les choses dans un ordre pas tout à fait tout droit pour vous décrire G. Donc c'est une géométrie. Alors, qui fibre sur la géométrie euclidienne. C'est R3 sans métrique pour l'instant. Donc c'est sans métrique, et une fois qu'on aura le groupe, on pourra lui mettre une métrique dessus. Donc c'est une géométrie qui fibre sur E2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais mon petit dessin de R3 là, j'ai le plan XY, et si je prends une isométrie de nil, et que je projette tout sur le plan XY, eh bien j'ai une isométrie euclidienne. Okay, donc là, écraser une coordonnée, si j'écrase une coordonnée dans ce R3 là, je me retrouve avec la géométrie euclidienne. Tu veux dire que cette isométrie, elle préserve cette différence? Elle préserve ça, donc elle a préservé un petit peu plus. Donc là c'est le moment de montrer le dessin que je ne sais pas faire au tableau. Donc ce R3 là, donc, bref. Donc, on se projette sur l'espace euclidien, de dimension 2, mais on ne se projette pas n'importe comment. Donc là, pour l'instant, je pense que ceux qui ne connaissaient pas Nil avant ont en tête la R3. Ok, mais c'est pas exactement R3. Donc, oui. Ça veut dire que si tu prends deux points dans un plan, enfin tu prends un point dans un plan, tu le relèves n'importe où, tu prends ton isométrie, tu le pousses, et ça te fait une... Tu retombes sur une isométrie de l'espace euclidien. Le plan. Le plan. Ok, ça dépend pas du relevé, c'est ça? Oui, c'est ça.
mais vraiment les isométries que tu n'as pas encore définies, elles préservent cette fibration. C'est ça. Alors, donc ce qu'on va faire, ceux qui connaissent les structures de contact, c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas, comme moi, on va mettre des petits plans sur les points. Donc en X, Y, Z, je vais mettre un plan engendré par un 0, 0 et 0, 1, X. Donc maintenant, c'est le moment de... Non. De montrer le dessin. Si l'ordinateur veut bien. Peut-être, mais là, il n'y a rien qui... Il n'a pas l'air d'être allumé. Ok. Ah, on voit quelque chose. Ah, on voit de mieux en mieux. Ok. C'est ça. Donc, là, c'est les plans qu'on a mis sur le plan horizontal XY. Et donc, vous remarquerez que cette définition-là, elle ne dépend absolument pas de Z. Donc, ça, c'est... Bon, je te laisse juger de ta lumière. Donc, cette distribution de plans, en fait, elle est invariante par Z. Et les isométries de Néel, donc G, tout entier, préserve ces plans. Bon, il préserve la structure de contact. Ok, donc par exemple, à quoi ressemblerait une géodésique? Donc géodésique, c'est l'équivalent des droites. Donc je vais vous dessiner plutôt les géodésiques qui passent par 0. Donc une géodésique qui passe par 0 et qui démarre horizontale, elle doit rester tangente au plan de contact pendant toute la trajectoire. Donc ça veut dire que, en gros, si je pars comme ça, je n'ai pas le droit de rester à l'horizontale. Parce qu'il faut être tangent en plan de contact et donc il faut monter. Donc j'avais fait un dessin. Hop, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc ça, c'est les géodésiques qui sont... Enfin, ça, c'est des géodésiques. Alors, je vous dis combien. Ah, c'est 25 géodésiques qui sont horizontales et qui passent par 0 dans le Néel. OK. Mais il y en a d'autres, donc celles qui ne sont pas horizontales. Donc, je peux rajouter une composante selon Z. Et ça ressemble à peu près à ça. Donc alors ça c'est quoi? Ça c'est 12 géodésiques avec vecteur tangent 1 selon Z. Hein, de coordonnées 1 selon Z. Ça ressemble à ça. Alors, on va l'agrandir peut-être. Hop. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait les droites euclidiennes. Il y en a quelques-unes, mais... Bref. C'est lesquelles, Les quelques-unes... Alors, Alors, tu as des droites verticales. celle-là, je suis d'accord. Tu as celle-là. Ouais. Et je crois que dans chaque... Quand tu as une coordonnée coordonnée Z, 1 en Z, il n'y a que la verticale ou il y en a d'autres? toutes les droites qui sont dans le plan YZ, je pense que ce sont des droites, des vraies droites, quoi. Toutes les géodésiques. Pardon? C'est un euclidien, ça? Oui. Non, c'est pas... Non, parce que la projection, elle est sur XY. Donc la projection, c'est pas... Je sais pas... Non, c'est pas clair. Parce que là, tu es en train de me dire que quand même sur YZ, c'est... Sur YZ, tu as des droites qui ressemblent à ça, mais c'est pas la métrique et tu n'as pas de projection. Enfin, tu peux pas projeter sur YZ. On voit que sur YZ, c'est pas E2. Enfin, YZ, ça a l'air d'être E2 avec ça a l'air d'être 2, mais ça fibre pas sur E2. Tu
T'as pas d'application qui t'envoie un point ici sur le plan YZ. C'est une grotte parallèle à Y qui passe par les plans, il va être obligé d'exister comme ça. Ça ne projette pas du tout sur le grand. Ok. Bon. Miguel, Oui. Il y avait des questions? non, ouais, mais du coup, avec les dessins géodésiques, on peut dire quoi sur la métrique? On peut en dire quoi? Je ne sais pas. Par exemple, Peut-être. il y a des trucs sur la courbure, par exemple. Juste, dans ton premier dessin, on a l'impression que tu avais certaines qui partent en haut et certaines courbes qui partent en bas. Donc, est-ce que tu peux vraiment déduire de ça Ouais, je je pense que tu peux dire des choses. Des géodésiques et de la courbure négative ou des trucs comme ça. On a presque Peut-être. ça a l'air- Ouais, t'as envie de dire que c'est de couvrir. Je sais pas trop les coordonnées, je sais pas. Bon, je sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse à la question? Elle est des dessins. Qui se voit pas sur le dessin. C'est-à-dire que les coordonnées sont Mhm. Sur le plan de contact, c'est quoi? Le plan de contact, je pense qu'il est négatif. Ça a l'air négatif. Ouais, ça a l'air négatif. Mhm. Bon. Donc, on va passer là. Bon, donc on a... Oui. Quand tu dis 1000, c'est sur le 2, et après la distribution de plans, c'est la tirée en arrière des plans tangents de 2. Non, c'est pas le plan tangent de E2. Donc les plans tangents que je te dis, ça te dit en gros comment relever des choses. Donc si tu prends quelque chose dessiné sur ton plan XY, ça va pas être une droite. Les plans tangents te disent comment on relève ça. Parce qu'il faut rester tangent au plan. Ça sera un peu du coup la distribution qui est tirée en arrière du tangent de 2. Du tangent, oui, ok. Non, pas du tangent de E2. Pas du un R3, un R2, quoi. Enfin, tous les tangents à carré, t'es dans l'application dessus. Je crois que c'est pas ça, mais bon. Pardon? Tu dois suivre les plans si tu veux relever des choses horizontales. Pardon? Il y a une seule manière de. Oui. Tu dois rester tangent. En gros, la composante selon x, y, elle est fixée parce que tu te balades selon x, y, et la composante selon z, bah, elle doit te rendre la courbe tangente. Donc tu as une seule façon de le faire. Bien. Donc, donc maintenant, quelques exemples. Tu nous as pas dit quel est le groupe, tu as donné une définition. Alors j'ai donné X, j'ai donné des choses de l'espace que doit préserver le groupe, et je vais vous donner maintenant des exemples d'isométrie. Donc, que j'appelle entre guillemets des translations. Donc, en tout cas, moi j'y pense comme des translations. Donc, donc des applications qui sont isométriques dans l'île, c'est donc les translations, ça correspond au groupe de Heisenberg. Donc c'est des applications qui ressemblent à ça. Donc c'est la translation x0, y0, z0 qui a x, y, z associe x plus x0, y plus y0, z plus z0, mais on n'est pas euclidien, donc il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Je rajoute plus x0y. Donc cette chose-là, ça va être, ces éléments-là sont des éléments de G. Okay, ça c'est
Donc ça, c'est des exemples d'isométrie. Ouais. Donc ça ressemble à peu près aux translations. Et on peut, in fine, identifier X à ce groupe de translations. Okay, j'ai une seule translation qui m'envoie un point sur un autre. Bien. Donc, autre chose à dire, c'est que le stabilisateur dont G0 d'un point, eh bien c'est SO2. Donc, dans R3 euclidien, le stabilisateur d'un point, c'est SO3. Ici, si on fixe un point, on a simplement le droit de tourner dans la direction XY. Mais on ne peut pas tourner, on ne peut pas avoir de composante selon Z si on veut stabiliser un point. Donc on a le SO2 de l'espace euclidien sur lequel on fibre, mais il n'y a pas plus. Bien. Et oui. C'est quoi algébriquement? Algébriquement, bah, c'est un groupe où le produit, ça fois ça, ça fait ça. Tu peux peut-être dire que Hein? des matrices triangulaires. Ah oui, oui, c'est ça. Donc tu peux regarder ça comme les matrices triangulaires supérieures unipotentes, donc à diagonale égale à 1. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est. Alors, oui. C'est la multiplication à gauche. Mhm. Ok, donc tu peux voir ça comme ça. Et bon, dernière chose sur la géométrie. C'est l'indice. Il vaut 2. Donc on a envie de dire, on aurait peut-être envie de faire une réflexion selon l'axe Z. Okay, donc là, on essaye de voir qu'est-ce qu'il peut avoir comme isométrie qui renverse en quelque sorte l'orientation, qui ne sont pas dans cette composante connexe de l'identité. Donc on peut penser à changer Z en moins Z. Mais ça, c'est pas possible parce que ça ne respecte pas les plans de contact. Donc les plans de contact, ils doivent être préservés, donc ça c'est une contrainte forte. Mais par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est renverser l'orientation sur l'axe Z et sur le plan XY en même temps. Okay, on ne peut pas changer l'une des deux, il faut changer les deux en même temps. Okay, donc ça correspond à... l'orientation sur Z et XY en même temps. Donc tu ne changes pas l'orientation globale. Mais ça, c'est pas dans la composante connexe de l'identité. Donc la raison pour laquelle c'est pas dedans, c'est que là tu n'as pas SO3. Toutes les directions ne sont pas équivalentes. Ouais. Donc, bon. Et dernière remarque, c'est que le groupe de Heisenberg, qu'on peut identifier à l'espace modèle, est le seul groupe de Lie de dimension 3 nilpotent. Et c'est pour ça que la géométrie s'appelle nil. Bien, donc j'espère que ça vous donne à peu près un aperçu de à quoi ressemble la géométrie nil. Et maintenant, on va géométriser nos fibrés en torse sur le cercle. Ouais. Non, ça, je pense que c'est... Là, c'est pas très clair pour moi, mais c'est...
c'est des choses du type moins x, y, moins z. Donc une symétrie selon le plan, puis une symétrie selon la droite. Est-ce qu'on peut voir le stabilisateur là, dans le groupe de matrices unipotentes? Dans le groupe des matrices unipotentes, oui, je pense que tu prends... Attends, elle est où? Elle est où la matrice? Elle devrait faire intervenir x0, y0. Pardon? Enfin, pardon? C'est très bien le stabilisateur. Non, non, le stabilisateur d'un point. Ah non. XZ? Attends, je sais plus. Je pense que c'est pas très dur. Tu prends le Ah, t'as pas Y. Donc je vais te répondre, on peut. Que le stabilisateur c'était SO2 aussi. Il n'y avait pas d'argument. D'accord. Je fais un safari, je regarde, je me demande pas comment les animaux sont arrivés là. Donc là, enfin, la partie de description, c'est vraiment, je fais un safari, je prends des photos, je vous les montre. Oui. Le groupe de Heisenberg, c'est quoi? C'est le groupe de, enfin, c'est l'espace modèle X de Neil, c'est R3 ou c'est les matrices comme ça? C'est R3, mais tu peux l'identifier aux matrices comme ça. D'accord, mais alors, Transitivement, donc ça revient au même. et alors, du coup, et l'action, c'est l'action par multiplication à gauche? Oui. Alors comment le stabilisateur, ça peut être SO2? Parce qu'il y a d'autres gens. Donc le groupe G0, ce n'est pas juste le groupe d'Heisenberg. Il y a des choses en plus. D'accord. Donc dans G, il y a le groupe d'Heisenberg qui, bon, on pourrait y penser comme des translations, mais il y a aussi des rotations. Okay. C'est comme si je te disais R2, c'est les translations de R2. Mais dans les isométries, il y a aussi des rotations. Il y a aussi un SO2 qui stabilise un point. Donc c'est un produit semi-direct de ces deux choses-là. D'accord. Il y a juste SO2 et Heisenberg. Il Euh, n'y a pas d'autres trucs. Moi, je pense que c'est ça. Mhm. Bon. C'est distingué Heisenberg d'orientation. Je sais pas. Oui? codimension. Ok. Donc on va dire oui. Oui? Ok. Et Elisha qui dit oui. Le SO2 est logique comme Le SO2, je sais pas trop. Ça tourne? Par rotation. Ok. Mhm. 15. Ça va, donc j'ai un peu plus de temps que ce que je pensais. Bon, donc ça c'est le panorama à peu près de Neil. Et maintenant on va s'amuser à géométriser les variétés MA où A est de trace 2 ou moins 2. Donc je vais juste faire le cas 2. Donc on va se placer dans le cas où trace de A vaut 2. Donc A, elle est semblable dans SL2 de Z à une matrice qui a cette tête-là. Ouais. Bon, donc on va faire d'abord un cas. Alors, c'est pour la matrice 1, 1, 1, 0. Donc on va géométriser M indice A dans Neil. Donc même histoire, on veut réaliser ces trois transformations-là, T1, T2 et T3, dans Neil. Donc là, il va falloir changer un petit peu les coordonnées. Donc je vais écrire T1,
c'est à x, y, z. J'associe. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Donc, 0, x, y plus 1, z. T2, c'est x, y, z plus 1. Et T3, c'est x plus 1, y, z plus y. Ok, donc ces trois transformations-là sont dans le groupe de Heisenberg. Donc c'est des isométries de Néel. Et remarquerez juste en échangeant, en mettant x à la place de z, on retrouve T1, T2 et T3 pour l'application A, qui va être... Donc on va voir le 1, 1 ici. Alors, bien. Donc là, je triche un petit peu, mais je vais régler ça très vite. Je triche un petit peu parce que j'ai réalisé les trois applications comme des isométries, mais il y a des relations entre elles. Donc il n'y a aucune garantie que le quotient par le groupe engendré par que le groupe engendré par ces trois-là ne me donne pas quelque chose de plus petit. Et donc, donc le groupe qui intervient, c'est alors MA, c'est R3, celui de Néel, quotienté par gamma, où gamma, c'est l'ensemble des translations, des éléments du groupe de Heisenberg, avec x0, y0 et z0 entiers. Okay, donc en fait, le groupe engendré par ces trois-là, c'est ce gamma-là, et le quotient donne bien MA. Donc on peut, là, c'est plus, si on considère ce groupe-là, on vérifie qu'un domaine fondamental est un cube où il y a deux faces qui se recollent par des translations, et la troisième qui va se recoller par l'application A. Bon. Donc, on a réussi à géométriser la variété qui correspond à la matrice A, qui est là, avec un 1 au-dessus de la diagonale. Alors, vous me direz, là, ça va être facile. Il suffit de mettre n à la place de 1, rajouter un n ici, et ce sera bon. C'est pas bon. Parce qu'il y a des relations entre ces trois translations. C'est-à-dire, en fait, si on fait tel quel, le commutateur de T1 et T2, ça doit donner T3 ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire un petit peu plus attention, mais c'est pas un problème. Donc, alors, comment on fait? Alors, le cas général. Là, je vais poser gamma n. C'est les translations où x0, y0 sont dans nz, et z0, il est dans n carré z. Et donc je dis que si je quotiente R3 par gamma n, celui-là, c'est bien la suspension du difféo avec un n au-dessus de la diagonale. Ok, donc ça, pareil, il faut passer un petit peu plus de temps pour s'en convaincre. Donc un domaine fondamental, ça va être quelque chose, un cube mais un peu plus gros, et on a les mêmes recollements. Mais bon, donc j'ai passé vite. Oui, c'est un revêtement du premier. C'est un vêtement du tiers?
Non, non, c'est dans l'autre sens. Le premier est un revêtement de celui-là. Non? Non, c'est dans l'autre sens, ok. Bah, comme le sous-groupe. Ouais, c'est un sous-groupe, ok. Des organes, Mhm. Donc oui, c'est un revêtement de l'autre. Donc j'ai encore envie de garder ça. Alors, pour les matrices où c'est des -1 sur la diagonale, alors là, je ne suis pas très sûr, mais je pense qu'il faut faire intervenir des gens qui ne sont pas dans la composante connexe de l'identité. Bon, je ne vais pas dire plus parce que je ne sais pas faire. Donc, on était là. Donc, conclusion. Si trace de A vaut 2, et A est différent d'identité, alors MA porte une structure nil. Parfait. Et donc, il nous reste juste à voir le dernier copain, la dernière géométrie. Alors, c'est Sol. Donc, ah, ok. Donc pareil que pour Nil, on va faire un petit safari. On va regarder des choses sur Sol pour se faire une idée de à quoi ça ressemble. Donc ici, donc il faut pareil, je vais vous décrire l'espace modèle, le groupe et l'indice, là le groupe, non pas la composante connexe de l'identité et l'indice de cette composante dans le groupe d'isométrie totale. Donc mon espace, c'est encore R3. Donc, une chose à dire, c'est que le stabilisateur dans G0 d'un point c'est l'identité. Ah, l'élément d'être rappelé. Donc les stabilisateurs sont triviaux. Donc ça veut dire que le groupe agit, enfin G0 agit simplement, transitivement sur R3. Donc ça dit que G0 est théoriquement à R3. Et donc en fait, ce groupe-là est en fait une extension de R2 par R. C'est un produit semi-direct. Et je vais vous donner la multiplication dans ce groupe. Alors là, j'ai envie de les appeler T. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est exponentielle T0x plus x0, exponentielle moins T0y plus y0, et T plus T0. Donc ça, c'est la multiplication dans le groupe. Et l'autre chose à dire qui explique le nom, c'est que G0 est résoluble en tant que groupe de Lie. Donc
C'est de là que vient le nom sol. Qui fait ça? Oui? Oui. Je ne sais pas. Oui. Miguel, c'est quoi une extension? Une extension? Donc tu as une suite exacte. C'est le contraire? Normalement, il est sûr de quelque chose, c'est le plus grand. Du coup, c'est R2, c'est au droit. Non. En bas? De G0, là? Ok. Bon. Donc, il me reste juste à dire un mot sur comment juste un mot sur comment on s'y prend pour géométriser. M'aurait-on menti? C'est bon? C'est bon, ok. Alors, avec ce groupe-là, cette action-là, on peut géométriser les variétés MA. Donc j'ai A. Ok, donc juste pour finir, un mot sur comment on fait pour géométriser les fibrés en temps sur le cercle qui nous restent. Donc ce où la trace est strictement plus grande que 2 en valeur absolue. Donc ces matrices-là sont semblables dans SL de R à une matrice comme ça. Donc si je regarde, j'ai toujours pas effacé, génial. Donc si je regarde cette application-là, f de xy, eh bien, j'ai envie de... Enfin, elle est quasiment déjà là. J'ai le exponentiel t0 qui multiplie x et le exponentiel moins t0 qui multiplie y. Donc, ce qu'on fait, c'est on dit que que PA, P-1, alors P, c'est une matrice dans SL de 2R, donc je vais garder donc c'était où? C'était alors mes translations, elles deviennent alors celle-là c'est alors T3 je la garde, je l'obtiens comme ça. T1 c'est XY plus P de 0,1 et là j'ai T. Là c'est dt. Et ma translation T2, c'est ok, donc ce qu'on fait, c'est on garde, on change de coordonnées sur le tore pour que l'application de recollement ce soit une comme ça, avec x0 égale 0, y0 égale 0. Okay, je vais peut-être l'écrire là. Alors c'est exponentielle t0x, exponentielle moins t0y, t plus t0. Donc là je change de coordonnées, et donc la matrice A, elle va agir de cette façon-là, qui est une isométrie. C'est là, c'est prendre x0 égale 0, y0 égale 0. Et pour les deux autres translations, eh bien, il faut que je change de coordonnées. Donc
je fais agir la matrice P. Et donc, la conclusion, c'est que si trace de A est plus grand que 2, alors A porte une structure sol. C'est clair que le groupe que tu regardes, il est discret? Je pense que oui. Je pense que c'est clair. Parce que ici, tu peux trouver un domaine fondamental. Enfin, si tu regardes l'action du groupe, là, tu ne changes pas la coordonnée T. Et la seule façon de changer la coordonnée T, c'est un multiple de T0. Donc sur la coordonnée T, tu as une tranche de longueur T0. Et puis pour les translations, je pense que c'est bon. Que tu peux juste translater de ces deux-là dans la même tranche. Donc tu as un domaine fondamental qui est un cube, pas un cube, un peu élargi selon la coordonnée T. Et les applications de recollement, c'est tes deux translations qui te recollent les faces opposées et l'application A. Donc ça te donne la variété. Bon, donc c'est ça tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Non. Bon, bah, on remercie encore Miguel. Ok.